La raison officielle de ce rapatriement des armes, c'est le fait que c'est pour éviter les désordres au sein de la famille, les crimes au sein des familles, etc. Or, encore une fois, des crimes, des assassinats en dehors des foyers ou dans les foyers opérés par des armes déclarées ou du calibre des 22 longs rifles, par exemple, typiquement de catégorie C, ça n'existe quasiment pas en fait. Il y a un passé sur le contrôle des armes en France, alors que sous la Révolution française, le citoyen en armes, et il ne s'agit pas d'être libertaire encore une fois là, d'être un libertarien encore une fois, parce que tout de suite on a la conception américaine, parce qu'on a l'impression qu'on ne voit que par l'horizon américain, mais non, pas du tout. En fait, c'est une visée très républicaine à l'origine, d'accord ? Et la Commune de Paris en armes qui peut faire siège, c'est justement parce qu'elle est armée et patriote et défenseuse de la République, d'accord ? C'est dans ce sillage-là qu'on doit s'inscrire, et c'est l'histoire qui est la nôtre de la défense de la République, si nécessaire, en armes. Ce qui, encore une fois, par rapport à l'époque que nous connaissons, les rapports de force politique, de toute façon, se ferait de manière tout à fait différente. Mais c'est dire, encore une fois, comment, même dans l'esprit de la classe dominante, en réalité, on craint énormément ce rapport de force-là, d'accord, avec le peuple, en fait. Le type moyen qu'avait acheté une 22 long rifle il y a 30 ans et qui a un papy qui a ça en campagne chez lui et aller le ramener, et où le gars qui effectivement a hérité de ça, le fusil de chasse du grand-père, etc., qu'il n'a même pas utilisé, ça se trouve, le truc pétré dans les mains, de toute façon, s'il l'utilisait à l'heure actuelle, est allé le rendre. Par contre, à côté de ça, la grande et la petite délinquance, eux, ne vont évidemment pas aller les rapporter. Vous imaginez, effectivement, quand on voit, effectivement, encore une fois, une part de la petite délinquance qui se montre sur les réseaux avec des fusils d'assaut, des AK-47, etc., vous croyez certainement qu'ils ont été à la gendarmerie les rapporter? Évidemment non. Bonjour Loïc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel entretien d'actualité. Donc c'est un plaisir de se retrouver après, on va dire, une petite absence, malgré un entretien réalisé avec Maëlys Kider qu'on vous invite à voir. Avant d'aborder différents points de l'actualité, tu souhaitais revenir sur les actualités liées à l'IHT. Oui, alors bonjour à tous. Effectivement, comme lors de chaque début d'entretien d'actualité, on va consacrer un temps aux actualités plus propres à l'IHT. La première des actualités sur laquelle je souhaite revenir aujourd'hui, c'est la parution des cours de 4e année à partir du 1er janvier 2023, donc pour bien démarrer l'année. On ne manquera pas de vous le rappeler évidemment lors du prochain entretien d'actu qui se tiendra en janvier. Mais donc, et je reviendrai davantage sur ces cours en tout cas, eh bien, pour ceux qui l'attendaient, puisque parmi nos adhérents, mais aussi parmi les sympathisants, certains s'en inquiétaient, certains l'attendaient, eh bien, cette 4e année va évidemment paraître. Je reviendrai un peu plus en détail à l'occasion de sa parution sur son contenu. En tout cas, elle s'inscrit évidemment, comme depuis le départ pour ses cours de séminaire de philosophie et pour les cours de formation plus politique, dans la continuité des précédentes. Et donc, on va s'intéresser notamment pour cette année dans les cours de philosophie, plus particulièrement à l'étude plus particulière de la vie sociale, à la critique notamment aussi du structuralisme. Et puis, j'ai cherché, tant dans les cours de philosophie que dans la formation politique, à essayer aussi de décrire, d'apporter un contenu au concept d'humanisme total, et donc à inscrire effectivement la philosophie marxiste et humaniste que nous défendons, à la fois dans une trajectoire philosophique par opposition à l'anti-humanisme régnant, et vous verrez sous quelle forme aussi, puisque dans les cours de philosophie, par exemple, eh bien, on revient sur l'anti-humanisme structuraliste, sur l'anti-humanisme de Searle, etc., qui parcourt en réalité eh bien, toutes les trajectoires intellectuelles du XXe siècle et de ce début du XXIe siècle aussi. Et de la même manière, eh bien, dans les cours de formation politique, on revient sur les questions, et donc sur ce concept d'humanisme total, mais aussi sur les questions de la souveraineté intégrale, qui est un concept que je défends depuis un bon moment déjà et que nous défendons à l'IHT, c'est-à-dire effectivement ne pas laisser de côté soit la souveraineté sur la production, comme le font trop de partisans souverainistes d'une reconquête de la souveraineté nationale, ou au contraire, effectivement, comme le font, et ils sont peu nombreux désormais, certains, c'est-à-dire lutter pour la souveraineté sur les moyens de production, en mettant de côté
la question de la souveraineté nationale dans une période justement particulière qui ne peut pas s'analyser comme pouvait le faire le mouvement ouvrier il y a un siècle en arrière, et où effectivement la place de la nation aujourd'hui est conséquente, et notamment parce qu'elle est en voie d'extinction quelque part dans l'œil du capital. Je dis bien dans l'œil du capital, puisque en réalité, et là-dessus tous les historiens, je lisais récemment l'ouvrage notamment de Pascal Horry sur la nation, justement, où il montre bien, comme tant d'autres, comme Régis Debray et tant d'autres, que finalement, on a voulu se passer de la nation et qu'en réalité, elle résiste. Et elle résiste à bon droit, d'accord ? Et d'ailleurs, je crois que c'est Régis Debray citant Mauriac qui disait justement « La nation, c'est par définition ce qui résiste, et notamment ce qui résiste à l'impérialisme ». Donc il y a toute une actualité là-dessus. Donc on s'intéresse à ces questions-là, évidemment, on s'intéresse à la question du Parlement du travailleur collectif et de ses liens notamment aussi avec la participation gaulliste par certains aspects. On s'intéresse à la question d'une écologie réellement socialiste et humaniste par opposition à l'écologisme, mais notamment à l'écologisme réactionnaire que j'ai tant décrit depuis des années et qui renvoie justement à un concept lié à une phase particulière du capitalisme, puisque la phase que nous traversons du capitalisme n'est pas une phase néofasciste au sens où ce serait le retour de Trump et de Marine Le Pen. Ça, d'accord, on l'a déjà analysé 1000 fois. Au contraire, cette phase, et on aura l'occasion une énième fois d'en revenir aujourd'hui, on le voit avec ce qui se passe dans l'actualité, cette phase écolo-réactionnaire, c'est pas simplement l'alignement de deux mots, c'est un concept, c'est pas simplement un syntagme, d'accord, c'est vraiment une conception des phases particulière du capitalisme et qui est en train de se traduire, et je profite chaque fois de ces entretiens d'actualité d'ailleurs pour réinsister dessus sur les conceptions aussi spirituelles d'ailleurs qui sont derrière, métaphysiques, sur les conceptions évidemment politiques, économiques, anthropologiques, que tout cela englobe. Et c'est ça qui nous intéresse. Bon, j'aurai eu l'occasion d'y revenir davantage. À partir du moment où vous découvrirez cette vidéo, normalement, vous aurez accès à la présentation des cours et au résumé, pardon, de chacun d'entre eux. Et puis, dès le 1er janvier, vous pourrez donc commander ces cours avant même que je vous en reparle ici en vidéo. Donc ça, c'était la première chose. Et encore une fois, c'est très important puisque c'est la pierre angulaire de la formation de nos camarades et qui dénote par rapport à tout ce qui peut se faire ailleurs. Encore une fois, j'insiste, c'est le cas. Ce sera peut-être pas toujours le cas, j'en sais rien. En tout cas, ça fait un certain nombre d'années que c'est le cas et que cela se remarque dans bien des organisations, des formations politiques, quelles qu'elles soient. Je ne parle pas uniquement ici de la gauche. Et nos camarades sont remarqués aussi du fait de cette formation. Puisque quand vous y souscrivez aussi, je le rappelle, vous ne payez pas 1 heure de vidéo, vous payez en réalité 15 ans de travail. Les camarades savent bien la vie sacerdotale qui est la mienne par bien des aspects, et le temps que je consacre à toute cette activité que je n'ai jamais considérée comme un jeu, mais comme quelque chose de décisif et qui donnait sens à notre vie collectivement. Et donc c'est tout ce travail-là que j'essaie de concentrer, de condenser, de transmettre de la meilleure manière qui soit, et on en voit l'application depuis de nombreuses années, et c'est la raison pour laquelle on continue malgré effectivement, et même plus encore, j'ai envie de dire, plus encore du fait des attaques de gens d'une incompétence et d'une bassesse intellectuelle qui justement nous font bien rire en comparaison de ce qu'on peut produire et de ce que mes camarades autour de moi depuis un moment maintenant peuvent aussi produire. Et d'ailleurs on constate que pour faire des découpages à la marmoille-neuf avec la partie la plus frivole, ce qui ne veut pas dire qu'elle est nulle, hein, de mon travail, c'est-à-dire ces entretiens d'actualité, là il y a du monde, et encore, même sur ces parties-là, on est obligé de tronquer, que ce soit à gauche, à droite, mais par contre, pas de critique sur les livres, sur les articles, sur les productions universitaires, sur les cours, etc. Là, bizarrement, on voit personne, mais bon, rien d'étonnant, encore une fois. Donc nous continuons le combat, et heureusement, il y a des gens qui, encore une fois, nous suivent, mesurent la qualité de ce que nous produisons, et d'ailleurs j'en viens à la deuxième actu IHT. Parmi ces personnes, on peut citer quelqu'un comme Denis Collin qui m'a ouvert les pages de sa récente revue qui s'appelle Socialistes pour les temps nouveaux, et donc dans le second numéro qu'on affichera, vous trouverez parmi d'autres articles très intéressants, et sur une ligne d'ailleurs souverainiste, républicaine et socialiste de cette revue, vous trouverez un entretien que j'ai accordé à Fabien Cheng, que je remercie et que je salue d'ailleurs, sur l'épistémologie marxiste, d'accord, et que j'ai accordé à des gens qui sont en capacité aussi d'évaluer mon travail sur ces questions-là, contrairement à certains petits morveux. Donc ça, je vous invite effectivement à souscrire à cette revue, qui est une revue de qualité, même si là encore, effectivement, chacun fait avec les
moyens dont ils disposent, et quand il ne s'agit pas d'être subventionnés à foison, comme peuvent l'être certains médias aussi dits de gauche, par les subventions étatiques, eh bien effectivement, c'est pas forcément évident. Donc je vous invite à vous procurer la revue et à y découvrir, entre autres, l'entretien que j'ai pu y donner, qui est une synthèse sur la question de l'épistémologie marxiste, qui reprend dans les grandes lignes mon livre « Pourquoi je suis communiste » notamment, et qui surtout s'inscrit dans la continuité des auteurs que nous défendons et des démarches épistémologiques que nous pouvons avoir. Et je pense que c'est là aussi un socle théorique important pour des militants, même si de prime abord ce n'est pas forcément facile d'accès, mais en tout cas, encore une fois, l'important c'est de rendre possible les moyens qui font que les militants peuvent y avoir accès. J'aimerais insister aussi, encore une fois, sur je le fais quasiment à chaque fois, mais sur le développement de nos sections locales, et notamment à plus forte raison, parce que je crois que ce qui est en train de se fédérer à l'heure actuelle au sein de nos sections locales, puisque je rappelle qu'il y a un maillage territorial de l'IHT depuis son commencement et qui, à plus forte raison, ces derniers temps, est en train de prendre forme, notamment du fait d'Arthur, notre camarade, qui se consacre pleinement à cette tâche. Nous avons un maillage très conséquent du territoire de par le fait de l'existence des sections locales de l'IHT, avec des militants qui se rencontrent, qui ont diverses activités et qui travaillent à faire en sorte effectivement que non seulement il y ait cette dynamique politique qui existe, mais aussi toute la forme que j'ai déjà décrite comme parapolitique, c'est-à-dire de contre-société qui existe sous une forme d'une camaraderie particulière. Et je vous invite, si vous n'avez pas encore sauté le pas, non seulement à adhérer bien sûr, mais en ayant adhéré, à rejoindre la section locale la plus proche de chez vous, à rencontrer les camarades et à venir participer aux événements auxquels vous pouvez être invité en tant qu'adhérent, parfois en tant que sympathisant. Et j'irai même au-delà, puisque je crois que ce qu'on est en train de retrouver ici, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous malheureusement ont perdu, et en tant que père de famille, encore une fois, je le constate aussi, quelque chose dont on a déjà fait le constat malheureusement, mais qui est une perte globale de repères, de valeurs, de structuration. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, les gamins sont livrés à la pseudo-neutralité libérale, et donc finalement, n'ont d'intérêt, n'ont de repères, n'ont de remarques que ce qui leur est livré en pâture par l'idéologie dominante, sans plus aucune structuration. Alors sans vanter les mérites des structurations d'antan, mais simplement pour qu'on comprenne où je veux en venir, c'est-à-dire que ce n'est pas comme si vous alliez à la fois le parti et l'Église, par exemple. Vous voyez, ça vous structure de naître dans une famille, chose dont quelqu'un comme Jean-Claude Michat, par exemple, dans un entretien qu'il avait donné je crois pour France Culture, il y a un petit moment, peut-être que c'était à Voix Nue, qui sont souvent de bons entretiens intéressants. Je me souviens d'un excellent entretien d'ailleurs de Bernard Stiegler, comme ça, philosophe avec lesquels je partage assez peu de choses, on va dire, sur le plan théorique, mais qui était très intéressant du point de vue du parcours intellectuel, etc. Ce sont souvent de bons entretiens. Michel a expliqué effectivement la structuration familiale liée au parti, la structuration familiale aussi qu'il pouvait y avoir effectivement dans d'autres valeurs que celles du capitalisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, effectivement, l'Église reste un des lieux dans lequel effectivement des gamins peuvent entendre autre chose que le seul discours libéral, libertaire, ambiant, etc. Je suis pas en train de dire que vous devez remplir les églises, etc. C'est pas mon sujet. Encore une fois, l'objet c'est de comprendre ce dont je veux parler. Et ce que je veux dire ici, c'est que au-delà de nos militants ne sont pas des militants qui sont tous très très jeunes nécessairement, au contraire, nous comptons plusieurs pères et mères de famille désormais, et de pouvoir aussi faire en sorte que des enfants se rencontrent, soient en capacité d'échanger les uns les autres, et finalement d'avoir des repères et des valeurs communes qui sont transmises par l'intermédiaire de l'IHT, c'est là aussi quelque chose de très porteur dans le monde dans lequel nous sommes en train d'évoluer, et qui justement tend à faire table rase sur ce passé-là et à conduire nos gamins dans une voie totalement nihiliste dont on connaît bien malheureusement les méfaits, et dont certains chez nous les ont malheureusement aussi subis, et c'est la raison pour laquelle en trouvant cet accueil au sein de l'IHT, leur vie a pu changer, et c'est la raison pour laquelle certains ne manquent pas de dire aujourd'hui que non seulement ils essaient d'apporter à la cause, mais parce qu'en retour ils savent ce que la cause leur a apporté, et donc ça me semble important. Donc encore une fois je le dis, adhérer chez nous, c'est pas être
être un petit rat de bibliothèque, d'accord, et c'est d'ailleurs, encore une fois, méconnaître qui je suis. Je suis tout sauf un rat de bibliothèque en réalité, d'accord, hein, la vie que je mène, la manière que j'ai de construire ma vie, la manière qu'on a de structurer l'IHT, etc., n'est pas celle de petit intellectuel en chambre, ce qui, encore une fois, ne veut pas dire qu'on délaisse la théorie, mais vous voyez, on a l'intelligence justement de ne pas tomber dans les extrémités absurdes. Et ça, c'est important. Donc aujourd'hui, si vous voulez trouver une vraie camaraderie avec une résonance politique sérieuse, vous voyez, pas plus tard que ce matin, encore une fois, à peine descendu du train, je rencontre 2 agents de la sécurité SNCF que je salue d'ailleurs, ça a été un moment d'échange extrêmement intéressant, qui m'ont fait part de leur soutien, m'ont fait part de la bouffée d'air frais que leur a apporté le discours qu'on peut porter, et à mon sens ça dit bien quelque chose, d'accord, sur cette ligne, et ce n'est pas pour rien alors si les attaques se démultiplient, et grand bien le face aux petits rats de gouttière justement qui essaient de nous chier dessus. Le problème c'est qu'en réalité ça ne nous atteint absolument pas parce que nous touchons au pays réel, voilà. Donc adhérez, suivez-nous, et déjà commencez par abonner, par devenir sympathisant, par vous abonner, par devenir sympathisant sur notre site si vous regardez ces vidéos comme tant d'autres qui ne sont pas abonnés, afin effectivement que nous puissions de nouveau peser dans le débat public et au-delà même. Voilà. Et je terminerai là-dessus en vous souhaitant aussi, puisque ces vidéos paraîtront peu de temps avant Noël, en vous souhaitant un joyeux Noël, et en vous renvoyant d'ailleurs à pléthore d'articles et vidéos que j'avais pu faire à ce sujet au moment des différentes fêtes de Noël des années précédentes. Et donc, à très vite. Pour poursuivre sur les différents points d'actualité, on a vu que les Français étaient récemment invités jusqu'au 2 décembre à rendre leurs armes détenues, sans craindre alors d'être poursuivis. Donc il faut qu'effectivement vous veniez avec vos armes et on vous les récupère. Mais si je me fais arrêter sur la route... justement, vous leur expliquez, on est au courant, hein, c'est national, le message est passé. D'accord. Les communes sont au courant, les polices municipales aussi. Donc je retourne chez moi, parce que j'habite à Travail, je retourne chez moi, je remets tout dans ma voiture. Tout dans votre voiture, et vous revenez ici. La raison invoquée par les autorités est d'endiguer les violences domestiques et de limiter les accidents. Toutefois, derrière cette bonne volonté affichée, on est en droit de se poser plusieurs questions sur l'intention réelle qui est celle du gouvernement derrière cette mesure. Alors effectivement, ce qui peut dans un premier temps apparaître comme un fait divers, et d'ailleurs les premiers articles que j'ai vus paraître là-dessus, je me suis tout de suite dit il faut qu'on en parle, mais je pensais que très vite ça allait se tasser. Finalement ça a pris une ampleur quand même un peu plus conséquente. Il y a eu de nombreux articles de journaux sur la question, etc. Bon, dans l'ordre, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc on va d'abord aborder les points techniques, puis les points un peu plus politiques, puis les points liés ensuite au patrimoine, etc., qui me semblent importants. D'ailleurs, ce qu'il faut dire, effectivement, c'est que se procurer, en réalité, là on parle bien effectivement d'une réquisition des armes dites illégales, c'est-à-dire le fusil du grand-père, etc. Ce qu'il faut bien dire, c'est qu'en France, et par certains aspects c'est une bonne chose, la possession d'une arme demeure quand même très difficile. Je rappelle que vous avez 4 catégories, voire 5 catégories d'armes en France. Hein. La catégorie A, qui est tout ce qui est de l'ordre des fusils d'assaut, etc., que normalement, à titre personnel, vous ne pouvez pas vous procurer. Vous avez les armes de catégorie B, qui vont être tout ce qui est armes de poing, déjà, y compris en 22 long rifle, armes semi-automatiques, etc., et puis d'autres types d'armes que vous pouvez vous procurer à partir de ce moment-là uniquement avec contrôle de tir, au pas de tir, dans un club de tir avec une licence à jour, etc. Et puis vous avez les armes de catégorie C, l'arme de catégorie C que là aussi vous pouvez vous procurer soit en étant chasseur, soit en ayant une licence de tir notamment, et qui là ne demande pas de contrôle pour l'heure au club de tir, etc. Et puis vous avez les armes de catégorie D, qui sont souvent des armes de collection ou des armes blanches, un couteau typiquement, etc. Et puis des armes hors catégorie, enfin bon bref, on passe sur tout ça, mais c'est important de l'avoir en tête. La première chose qui est importante à avoir en tête, au sujet de ces catégories d'ailleurs, c'est qu'encore une fois, on en revient toujours au même. C'est-à-dire que plusieurs fois, j'avais dit, vous allez voir le lien, j'avais dit, c'est pas vous qui décidez d'être complotiste, c'est pas vous qui décidez si vous n'avez rien à vous reprocher, mais c'est le gouvernement. Et bien avec les armes, c'est la même situation, aussi bizarre que ça puisse paraître de prime abord comme ça. C'est-à-dire qu'en fait,
fait, on a vu il y a quelques années de ça, je crois que c'était sous Cazeneuve, ministre de l'Intérieur de François Hollande, on a vu par exemple des fusils à pompe d'un certain calibre avec une certaine taille de canon et non rayé, passer des côtés de la catégorie C à la catégorie B. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on vous a contraint, alors qu'avant vous pouviez disposer de cette arme en étant chasseur ou en ayant une licence de balle trappe ou de tir, eh bien vous pouviez en disposer et sans même le renouvellement de ces licences, vous pouviez le conserver chez vous. Et puis tout à coup, on a considéré que finalement, il valait mieux les passer en catégorie B et de ce fait, vous étiez contraint soit de rendre les armes à l'État et donc qu'elles soient officiellement détruites, soit de la revendre et vous ne pouvez plus en disposer ou sinon vous deviez effectivement reprendre tout un processus, etc. Et de manière générale, l'acquisition d'une arme est quand même assez complexe en France. Encore une fois, par certains aspects, c'est intéressant, même si il faudrait distinguer là aussi deux choses, qui est d'ailleurs distinguée par la loi, mais qui se confond dans la possession d'armes en France, qui est le fait de posséder une arme à son domicile et le fait de pouvoir circuler avec cette arme. D'accord ? Vous voyez, c'est déjà très différent. C'est-à-dire qu'on pourrait effectivement faciliter par certains aspects, et je vais revenir sur les raisons pour lesquelles je le pense, et qui sont des raisons historiques liées notamment à la place du citoyen, et pas des choses complètement farfelues, mais on pourrait effectivement estimer qu'on puisse posséder une arme à domicile, que ce soit des armes de défense du domicile par exemple, mais sans pour autant avoir l'autorisation de circuler avec ces armes, ce qui déjà est souvent le cas avec certaines armes. Vous voyez que c'est très différent. Évidemment, quand on dit par exemple l'autorisation des armes, etc., en France il y a il y a un certain nombre d'idées reçues sur les armes, etc. L'interdiction de circuler veut dire qu'effectivement vous ne pouvez pas la posséder sur vous au quotidien, vous ne pouvez pas tirer sur n'importe qui, etc. Mais quand vous êtes chez vous, effectivement, posséder cette arme de défense, eh bien, répond à certaines problématiques. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de dérive, etc. Mais justement, j'y viens. Ce qui est intéressant, c'est que là, on réquisitionne ces armes dites illégales, détenues illégalement, parmi lesquelles, en fait, vous avez énormément de 22 longs rifles. Cette dame est venue se séparer de fusils trouvés chez ses grands-parents. On a pris ma carte d'identité et puis monsieur remplit des papiers et donc après je serai tranquille et débarrassée de ces choses. D'accord, 22 longs rifles étant une munition qui est très peu létale, même si en réalité, elle a pu occasionner beaucoup de crimes dans l'histoire, mais qui est une arme surtout qu'il y a encore, je sais plus, 40 ou 50 ans, vous la trouviez en fait au supermarché, aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est typiquement le fusil qu'on voit dans tous les films de Gabin, de Funès, etc. Le petit fusil que le français moyen sort, le fusil du grand-père, etc., qui n'est pas le fusil de chasse, d'accord ? Bon, ça, effectivement, c'est ça qu'on va réquisitionner. Bon, déjà, la première chose à dire, c'est qu'on ne va pas faire la guerre avec ça de toute façon. Il faut n'avoir jamais tenu une 22 long rifle pour prétendre qu'effectivement, ce sera une arme de précision militaire. Et à côté de ça, donc, la raison qui est évoquée, la raison officielle de ce rapatriement des armes, c'est le fait que c'est pour éviter les désordres au sein de la famille, les crimes au sein des familles, etc. Or, encore une fois, des crimes, des assassinats en dehors des foyers ou dans les foyers opérés par des armes déclarées ou du calibre des 22 longs rifles, par exemple, typiquement de catégorie C, ça n'existe quasiment pas en fait. En sachant que l'arme la plus utilisée de manière générale dans les crimes et dans les conflits interfamiliaux et notamment de couple, c'est évidemment le couteau. Et souvent parce que c'est pas nécessairement prémédité, d'accord ? Et que c'est l'arme qu'on se trouve là. Donc d'ailleurs, il parlait de faire déclarer la totalité des couteaux de cuisine, etc. Enfin bon, ça n'a absolument aucun sens puisque n'importe quel ustensile peut devenir une arme par destination, d'accord ? Et donc il faudrait déclarer bientôt les fourchettes, vous voyez, les poignées de porte, les tournevis, enfin, ça n'a pas de sens en fait, c'est complètement idiot. Donc tout ça pour dire qu'en réalité, ce prétexte est complètement farfelu, puisque d'un point de vue statistique, ça ne correspond absolument à rien. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas de désordre organisé lié à des armes, soit de ces catégories-là, soit, bien sûr, même si là on est dans le cadre légal, déclarées. Les armes déclarées en possession de tireurs, etc., ne représentent absolument rien, et notamment parce que c'est très encadré. Donc c'est là un faux prétexte.
Et en réalité, c'est un prétexte qui fait écho à d'autres périodes historiques qui ne sont certainement pas anodines. Il y a un passé sur le contrôle des armes en France, alors que sous la Révolution française, le citoyen en armes, et il ne s'agit pas d'être libertaire, encore une fois, là, d'être un libertarien, encore une fois, parce que tout de suite on a la conception américaine, parce qu'on a l'impression qu'on ne voit que par l'horizon américain, mais non, pas du tout. En fait, c'est une visée très républicaine à l'origine, d'accord ? Et la Commune de Paris en armes, qui peut faire siège, c'est justement parce qu'elle est armée et patriote et défenseuse de la République. D'accord ? C'est dans ce sillage-là qu'on doit s'inscrire, et c'est l'histoire qui est la nôtre de la défense de la République, si nécessaire, en armes. Ce qui, encore une fois, par rapport à l'époque que nous connaissons, les rapports de force politique, de toute façon, se ferait de manière tout à fait différente. Mais c'est dire, encore une fois, comment, même dans l'esprit de la classe dominante, en réalité, on craint énormément ce rapport de force-là, d'accord, avec le peuple, en fait. Et en arrière-plan de tout ça, il y a évidemment, encore une fois, les Gilets jaunes, il y a 2018, il y a 2019, évidemment. Il y a cette inquiétude-là, même si, je le redis, la manière, d'ailleurs, de prendre le pouvoir aujourd'hui ne passerait pas par une prise. On n'est plus dans la prise du Palais d'Hiver, dans la prise de l'Élysée. D'accord, on a des structures étatiques qui sont telles que finalement vous pouvez entrer à l'Élysée demain, vous pouvez être autant armé que vous voulez, c'est pas pour ça que vous avez le pouvoir, d'accord ? Il y a différentes strates du pouvoir, il y a ce qu'on appelle les états profonds, etc. Enfin bon, si vous voulez vous renseigner davantage sur ces questions, il s'agit effectivement d'entrer dans la stratégie politique. À ce niveau-là, je vous invite plutôt à nous rejoindre parce que ce serait bien trop long ici et que ça demande du temps. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a un passé historique, il y a une tradition française aussi de la défense du domicile qui va de pair avec la défense de la République, qui était l'idée de conscription, etc. Là aussi, l'armée a évolué, est devenue vers une armée de métier, etc. Bon, certes, mais elle devient aussi armée de métier du fait justement qu'il y a cette idée que l'État-nation se fait le garant des libertés et de la sécurité, d'accord, extérieure et intérieure. C'est la raison pour laquelle vous avez normalement des gendarmes, une gendarmerie qui est nationale, qui se veut normalement la garante des libertés et de la sécurité, allant de pair, d'accord, de l'ensemble des citoyens, et une armée du coup de métier qui s'occupe de la défense extérieure. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un renversement, et c'est ça qu'on ne nous dit pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une oligarchie qui est contre la République, celle que je vise sans cesse au travers de ces vidéos, de manière générale, et une oligarchie qui donc est contre la loi. C'est-à-dire vous avez des maîtres tyrans et non des chefs, pour reprendre la distinction très juste que je faisais Rousseau dans la 8e lettre sur la montagne, c'est-à-dire que normalement le principe de la République c'est que tous sont soumis à la même loi et que donc nous nous faisons garants de ces lois-là. Or, effectivement, nous récusons les chefs, les tyrans, c'est-à-dire ceux qui font entrer en application non plus la loi comme quelque chose de supérieur, comme expression de la volonté générale, et donc on se trouve en République, mais qui font entrer la loi comme le reflet de, j'ai quasiment envie de dire parfois leur pulsion, mais aussi finalement de leur désir de classe. Et quand on aligne les 49.3 comme le font à l'heure actuelle Madame Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, on est en droit de s'inquiéter sur la légitimité de se prétendre république. Et donc certains vont rejeter l'idée républicaine à cause de ça, alors qu'en fait on est dans le dévoiement total de l'idée républicaine. Et donc bizarrement, c'est au moment où le peuple en armes, républicain, d'accord, la République c'est la chose commune et nationale, serait en mesure effectivement de se poser des questions, encore une fois sans dire que la voie de prendre des 22 lorifs et défiler dans la rue, ça me paraît complètement stratégiquement peu conséquent. Mais encore une fois, j'analyse les ressorts et les représentations symboliques et mentales politiques qu'il y a derrière tout ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Français sont en train de prendre conscience effectivement de ce revirement de situation et où ils pourraient entrer dans une forme de révolte qui à terme pourrait peut-être prendre effectivement par le renversement aussi des grands corps ou le retournement des grands corps et notamment des corps armés contre ce gouvernement, et bien là effectivement on invoque des histoires à la Mormoilneux sur les conflits internes à la famille. Pour nous, c'est un vrai enjeu de sécurité publique et de sécurité tout court. C'est d'abord le risque de l'accident domestique, les violences intrafamiliales. Un tiers des féminicides voient l'utilisation d'une arme à feu et la plupart d'entre elles sont non déclarées. Quand on nous parle par exemple de violences conjugales, on sait très bien que même les meurtres dans les cas de violences conjugales, la plupart du temps sont faits à main nue, d'accord, du fait d'une disproportion physique souvent qui entraîne la mort à cause d'un certain nombre de coups. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va faire ? On va déclarer nos mains comme armes de catégorie B. Enfin, vous voyez, ça n'a aucun sens. Hein. Bref, du coup, tout ça n'est qu'un prétexte, à éteindre, à tenter d'éteindre la guerre civile. Est-ce que ça a d'intéressant encore ?
J'ai pas fini, il y a beaucoup de choses à dire. Ce que ça a d'intéressant encore, c'est que dans ce passé sur le contrôle des armes, il y a aussi quelque chose qui doit nous alerter, c'est que j'ai souvent repris la phrase d'Alexandre Sanguinetti qui disait « le centrisme et le vichisme en temps de paix ». La dernière fois où, justement, la détention, uniquement la détention, pas la circulation, la détention des armes, quelles qu'elles soient, et notamment des armes à feu, était totalement interdite sous peine de mort, c'était sous le régime de Vichy à partir de 1943. C'est d'abord le cas pour les Juifs uniquement, et ensuite pour la totalité des Français. D'accord ? Donc c'est pas anodin. Et il y a toutes ces réquisitions d'armes aussi durant la Seconde Guerre mondiale et même un peu de temps avant, dès 1939, etc. Vous avez ces réquisitions massives d'armes sous des prétextes déjà farfelus. Et donc en fait, sans faire encore une fois des comparaisons et des anachronismes historiques hasardeux, tout ça pour dire que ça traduit d'abord et avant tout une énième fois une volonté politique, d'accord ? Et que sinon ils s'en seraient inquiétés depuis bien longtemps et ils auraient resserré encore une fois la manière d'organiser la circulation des armes, etc. En fait, et dans le même temps, vous avez évidemment, c'est qu'on a vu des tas de gens aller rendre les armes. Ça, moi, j'ai aucun problème, j'ai pas de vieux fusil chez moi, donc de toute façon, je peux en parler, il n'y a pas de problème. Mais on a vu des tas de gens, effectivement, se rendre quasi gaiement, d'accord, j'ai presque envie de dire la fleur au fusil, justement, aller rendre les armes comme ça, etc. À la gendarmerie de Lure, depuis vendredi dernier, les habitants du secteur viennent déposer les armes. Le coffre rempli d'armes, et pourtant ce couple n'a rien de Bonnie and Clyde. Il participe, comme beaucoup de Vendéens, à l'opération d'abandon simplifié d'armes à l'État. C'est une arme qui est pas si ancienne que ça, mais c'était à mon père, et comme monsieur, quand je savais pas comment faire pour régulariser. Il y a un fusil à pompe, il y a 22 longs rifles, et puis il y a des pistolets à grenades, à blanc, c'est acheté légalement, il y a les déclarations en préfecture, il y a tout, mais moi, c'est pas mon truc. Donc maintenant qu'il est décédé, je vais me débarrasser de tout ça. Si quelqu'un me cambriole, j'ai des cambriolages, il y en a. Si quelqu'un les trouve, je les ai cachés. Mais si quelqu'un les trouve, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent en faire après. C'est qu'encore une fois, vous voyez bien, là où on se fout littéralement de votre gueule, et c'est le premier truc qui m'a interpellé, mais ça a été dit à plusieurs reprises depuis, parce que ça tombe sous le sens, c'est le fait qu'effectivement, en fait, le type moyen qui avait acheté une 22 long rifle il y a 30 ans et qui a un papy qui a ça en campagne chez lui et aller le ramener, et où le gars qui effectivement a hérité de ça, le fusil de chasse du grand-père, etc., qu'il n'a même pas utilisé, ça se trouve le truc pétré dans les mains de toute façon s'il l'utilisait à l'heure actuelle, est allé le rendre. Par contre, à côté de ça, la grande et la petite délinquance, eux, ne vont évidemment pas aller les rapporter. Vous imaginez effectivement, quand on voit effectivement encore une fois une part de la petite délinquance qui se montre sur les réseaux avec des fusils d'assaut, des AK-47, etc., vous croyez certainement qu'ils ont été à la gendarmerie les rapporter? Évidemment non. Quartier Neuhoff à Strasbourg. Fusils, armes de poing, brassards de police. Le décor est planté par le rappeur Abdelos. Les armes sont-elles factices? Nous avons pu poser ces questions par téléphone au réalisateur de la vidéo. Là, c'est un AR-15, fusil d'assaut, c'est un sniper allemand. C'est le top du top. Trépied, tout, la totale, viseur, tout. Lui, par exemple, typiquement, c'est un type qui vend des armes. C'est des gens qui travaillent à flux tendu. C'est-à-dire qu'ils ne stockent pas dans un box des milliers d'armes. Hein. Quand ils en ont, ils les vendent, c'est prévendu quasiment avant que ça arrive. Donc je lui avais dit, dès que tu touches des armes, appelle-moi que je puisse voir le lot que tu auras à ce moment-là. Et il m'avait dit, écoute, classiquement, j'aurais sans doute une Kalachnikov ou des pistolets automatiques. Et puis il m'appelle et il me dit, enfin il m'appelle, ça se passe un peu autrement qu'un téléphone, vous imaginez bien. Mais il me dit, voilà, écoute, j'ai un truc, ça va t'intéresser. C'est ce qui tourne de plus en plus. Généralement, tous les règlements de compte qui ont lieu sur Marseille ou alentour ont tous un dénominateur commun, ou au moins deux. Un, c'est l'utilisation de la Kalachnikov, et le deuxième, c'est souvent sur fond de trafic de stupéfiants. Alors écoute, ça va aller très vite, après on s'arrache vite, ok ? Les coups de feu claquent dans la cité. Il est à peine 17h hier quand un commando d'une dizaine d'assaillants encagoulés investit le quartier de la Busserine au nord de Marseille. Avec 3 ou 4 voitures, ils bloquent les rues, puis tirent en l'air avec des fusils d'assaut. Certains habitants filment la scène par leurs fenêtres. Oh
je suis choqué. Donc en fait, encore une fois, ça ne fait que valider, et n'en déplaise à toute la gauchiasse de merde qui nous emmerde à longueur de temps, ça ne fait que valider ce qu'on explique depuis, ce que je cesse d'expliquer ici depuis plusieurs mois, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une pression qui est mise sur les classes populaires, quelles qu'elles soient, quelles que soient leurs origines, ça n'a jamais été un problème pour nous, bien au contraire, et je l'ai souvent signalé d'ailleurs, avec une mise en tenaille entre le lumpenprolétariat, encore une fois, la délinquance de l'économie marginale et organisée, et la classe dominante. Et donc finalement, on va prendre en tenaille, encore une fois, les gens notamment du périurbain, des campagnes, qui seront désarmés, qui sont révoltés, qui n'auront plus rien, qui n'auront plus d'électricité non plus, on va y venir, et qui finalement pourront être tenus parce qu'on va soudoyer, on va payer des marginaux, délinquants, pour faire en sorte effectivement de maîtriser ces révoltes. Donc on en est là, on est typiquement entre d'un côté le rappeur délinquant qui met en avant son arsenal, et de l'autre côté on est tout à fait dans ce film, hein, vous savez, le vieux fusil où on réquisitionne justement l'arme pour empêcher la résistance, d'accord ? La traduction de tout ça, c'est quoi ? C'est que la classe dominante, en réalité, elle s'inquiète, encore une fois, hein, elle s'inquiète d'un mouvement de masse, notamment, et par là, ils montrent en même temps leur fragilité et la mécompréhension, je l'ai dit aussi, de ce qu'est un renversement du rapport de force à l'heure actuelle d'un point de vue politique d'ailleurs. C'est ça qui est très intéressant. Parce que quoi qu'il arrive, la prise de pouvoir aujourd'hui, encore une fois, ne se fera pas de cette manière-là, ou en tout cas pas d'abord de cette manière-là. Et le problème en réalité aujourd'hui, c'est que nous sommes à la fois en phase de guerre civile et en même temps face à une oligarchie qui l'organise contre la République. Or, dans les temps où on réquisitionne encore une fois des armes qui sont majoritairement des armes de collection, hein, encore une fois, il y a des fusils qui ont été donnés, qui sont des fusils en réalité qui participent du patrimoine français, hein, et qui en réalité ne représentent aucun danger quand, encore une fois, des fusils d'assaut, eux, sont en circulation. Quand on voit effectivement, comme on l'a vu à plusieurs reprises cette année, que ce soit à Grenoble, à Lyon, etc., des types qui tirent en pleine rue les uns sur les autres, etc., croyez-moi, c'est pas avec le fusil de chasse du grand-père ou avec la 22 long rifle, encore une fois. Et je doute que ces personnes-là aient été rapportées de manière bienveillante leurs armes. Et donc, finalement, ici, on a cette mise en tenaille permanente. Et au-delà de ça, ce dont je souhaitais parler aussi, c'est que ces armes vont a priori être détruites. Bon, pour une grande partie d'entre elles, encore une fois, ce ne sont pas des armes de guerre, donc il y a de grandes chances que ça arrive. Je ne sais pas ce qu'il adviendra des armes de collection. D'ailleurs, il est absolument anormal qu'on n'ait pas stipulé aux gens qui les ont rapportées quel type d'armes c'était, mais bon, souvent, la sous-préfecture ou la préfecture à laquelle elles ont été rapportées n'y connaissait probablement rien. Mais bon, c'est une honte à bien des niveaux. Et en même temps, on assiste là aussi à une destruction du patrimoine français, c'est-à-dire que il n'est pas dit d'ailleurs que les gens qui ont réceptionné ces armes étaient en mesure d'évaluer même la participation de ces armes au patrimoine français, d'accord ? Alors évidemment, le gauchiste pseudo-pacifiste à 2 balles qui écoute les chansons de Cali va trouver ça horrible qu'une arme à feu participe de l'histoire de France, mais bon, de fait, elle participe du patrimoine, d'accord, d'un savoir-faire particulier, tout comme la coutellerie participe d'un savoir-faire français particulier, encore une fois, et c'est tout ça qui est complètement négligé. Et de la même manière qu'il y a, de manière générale, on pourrait intégrer ça à l'art martial français, d'accord, c'est-à-dire martial au sens militaire, de manière générale, d'accord. Il y a une tradition martiale française qui est évincée à tous les niveaux, que ce soit au niveau classique de l'art martial traditionnel, j'entends notamment là que ce soit le chausson marseillais ou la boxe française, d'accord, qui sont complètement, par bien des aspects aujourd'hui négligés sur le plan martial, j'entends. La boxe française, sport complet qui fait appel aux jambes comme aux bras, requiert souplesse et décision. Et s'il est aisé de porter les coups bas, il faut une bonne détente pour porter les coups au flanc. Davantage encore pour les porter à la figure. Ou le patrimoine lié à la coutellerie. Alors la coutellerie un peu moins parce que on a Opinel, donc on a la Guillole, etc. Donc on en parle un petit peu pour le couteau de table. Mais il y a tout un savoir-faire j'ai oublié le nom de
de ce coutelier français très connu aussi dans tout ce qui est technique de défense, etc., qui est très intéressant, qui a travaillé avec les forces armées. Bon, bref, il y a un savoir-faire, encore une fois, qui nous est qu'à l'étranger on vient chercher. C'est ça qu'on oublie trop souvent, encore une fois. C'est-à-dire que le rayonnement de la France par ses savoir-faire, c'est aussi un savoir-faire que de partout dans le monde on vient chercher et que là en fait on est en train de détruire. C'est un patrimoine, c'est un attachement à l'histoire qui est effacé. Et vous voyez, l'exemple des arts martiaux est là aussi typique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et moi le premier d'ailleurs, parce que malheureusement j'ai participé malgré moi, j'ai envie de dire, de cette idéologie dominante, malgré une certaine pratique martiale depuis tout petit et des sports de combat, j'ai toujours pratiqué, que ce soit du karaté, de la boxe thaï, du pencak silat, etc., des choses qui finalement n'avaient rien à voir avec la tradition française. Or, on oublie que, par exemple, la savate, c'est-à-dire la boxe française, est un outil d'autodéfense qui était très bien pensé, tel qu'on le repense aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois sous son volet autodéfense, self-défense, à la fois sous son volet sport de combat, à la fois sous son volet art martial. D'ailleurs, il y a beaucoup de discussions à ce propos sur les réseaux en ce moment. C'est toujours des discussions à la noix qui cherchent à savoir qui est le meilleur, pourquoi, etc. En fait, ça n'a pas de sens, ces questions-là, d'accord ? Ça n'a pas de sens si ce n'est jamais précisé, d'accord ? Si la question est quel est du sport de combat, de l'art martial ou de la self-défense le plus efficace dans une cage de MMA, eh ben, ce sera le sport de combat et le MMA. Et d'abord le travail de striker et puis le travail au sol, évidemment. Mais il faut poser des questions qui ont du sens, d'accord ? Sinon, c'est comme de dire, est-ce qu'un parapluie est utile ? Ça ne veut rien dire, d'accord ? S'il pleut, évidemment qu'un parapluie est utile. Si il fait 35 degrés et qu'on est en pleine canicule, a priori moins, d'accord ? Bon, ben là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en réalité, une vraie pratique martiale, elle se compose des trois. C'est-à-dire que la réalité, c'est que faire de la self-défense ou des arts martiaux sans avoir pratiqué de sport de combat à l'heure actuelle n'a souvent pas trop de sens tels qu'ils sont pratiqués, puisqu'effectivement, vous ne savez pas ce que c'est que de recevoir des coups. Mais l'avantage de la pratique martiale au sens propre, tel qu'on peut la retrouver dans l'art des points vitaux chez Henri Play, par exemple, qui est celui qui a apporté justement la connaissance martiale en Occident, bon, bah, elle permet de casser en partie les catégories de poids, par exemple, qui sont décisives dans les sports de combat, parce qu'effectivement, à partir du moment où vous avez une codification, à partir du moment où tous les coups, où certains coups sont interdits, notamment les morsures, notamment les coups dans les yeux, dans les parties molles, etc., bon, effectivement que le poids est décisif. Quiconque a fait un peu de sport de combat sait qu'à 2-3 catégories d'écart, à moins d'avoir une technicité hors norme, ce qui arrive très rarement, ou à moins de s'appeler Conor McGregor, en réalité, c'est quasiment impossible, d'accord ? Mais justement, l'atout martial est de dépasser ça par un ensemble des techniques proprement martiales, c'est-à-dire guerrières, qui visent à diminuer ce ratio du rapport taille-poids, d'accord ? Ce qui ne veut pas dire qu'encore une fois, par définition, ça va congédier. Mais vous voyez qu'il faut assembler l'ensemble. Et de la même manière que la self-défense, évidemment, si c'est... comme le dit mon prof à Sante, de la self-défense intergalactique, où on vous montre effectivement ce qu'on appelle le mytho-jutsu, où des gars volent dans tous les sens à la Matrix, etc. Ça, c'est débile. La self-défense, ça n'a jamais été ça. Et à ce titre-là, il faut écouter des gens tout à fait sérieux qui ont pratiqué sport de combat, arts martiaux et participé aux forces d'élite aussi, comme quelqu'un comme Michael Ilouz, pour lequel j'ai beaucoup de respect, qui montre bien qu'en fait, le principe de la self-défense, ce n'est pas d'abord et avant tout le combat et l'attaque, mais c'est d'abord analyser des situations, savoir où s'asseoir dans un café, faire attention à ne pas longer un mur en regardant son téléphone, etc., ne pas porter d'oreillette, marcher la tête droite, mesurer les distances de sécurité, éviter que quelqu'un entre dans sa sphère, etc., pour en fait limiter l'agression. La vraie self-défense, elle vise d'abord et avant tout à limiter l'agression, pas à faire des envolées intergalactiques incroyables qui ressemblent à rien. Mais en fait, c'est quand vous avez la conjugaison de tout ça que là, vous avez une maîtrise martiale efficace, intéressante et complète. Vous pouvez être un gros bourrin, être un bon cogneur sur un ring. On en a vu d'autres, effectivement, qui, sortant sans faire gaffe, etc., se font laminer aussi par 10 gigas. D'accord ? Ça n'a pas de sens, en fait. Donc, et pour revenir à la question de la tradition et du patrimoine, il y a dans la tradition de la savate française, qui était d'abord héritière, notamment du chausson marseillais, c'est-à-dire qui était un jeu, une forme de jeu, d'accord, où il fallait toucher qu'avec les pieds, etc. Il y a cette réflexion-là, c'est-à-dire qu'à la fois, vous avez les assauts, qui ne sont donc pas des combats,
pour entraîner effectivement au sport de combat, au coup, etc. En même temps, vous avez l'aspect martial qui vient chercher notamment typiquement des points vitaux, c'est-à-dire par exemple le coup de pied droit, le pointu au foie, c'est un point vital, c'est-à-dire qu'effectivement la pointe du foie, on le sait bien, d'accord, quelle que soit votre musculature, bon alors si vous contractez bien les abdos, c'est pas le cas, mais si vous arrivez à taper à un moment donné précis où justement il n'y a pas de contraction musculaire et qu'il y a un bon travail au corps qui est effectué, bah alors à ce moment-là, vous pouvez coucher quelqu'un, quel que soit son gabarit en réalité. Et en même temps, pourquoi est-ce qu'on parle de la savate? Parce que ces coups de pied-là sont donnés aussi et pensés à partir du port de certaines chaussures particulières. Et là, on est dans le volet aussi autodéfense, c'est-à-dire dans la rue, etc. Comment je fais? Mais il y a toute une tradition française là-dessus qui est complètement évincée au profit effectivement des arts martiaux plutôt japonais, plutôt chinois, etc. qui est dommageable. Ça ne veut pas dire qu'encore une fois, il ne faut pas y regarder. Le propre de la culture, c'est de s'ouvrir aux autres cultures. Ce que je veux dire, c'est que ce soit en matière d'armes, en matière de coutellerie, en matière d'arts martiaux, tout ça est complètement mis de côté malheureusement, est complètement atténué parce qu'il faudrait avoir honte de ces traditions-là, honte de ces savoir-faire-là. Or, la réalité finalement, c'est que c'est indispensable et que d'ailleurs on pourrait même accepter d'enseigner ça à tous les gamins, tout simplement, non seulement comme savoir-faire et puis comme activité pratique essentielle. Ça devrait être enseigné même en classe, d'après moi, d'accord? Non pas pour la bagarre. D'ailleurs, encore une fois, il n'y a que les petits cons qui ne se sont jamais battus qui cherchent la bagarre à tout va en réalité, d'accord? Quand vous savez l'impact que peut avoir la violence, en réalité vous faites tout effectivement pour atténuer et minimiser tout ça, donc ça permettrait effectivement de calmer sans doute pas mal de choses, mais je vois pas pourquoi on apprend à nager dans le risque où justement on pourrait se noyer et on force des gamins à apprendre à nager quand bien même ils détesteraient l'eau et qu'ils s'y sentent pas à l'aise, mais pour leur sécurité, bah là c'est la même chose, avoir quelques maniements de base, ce qui veut pas dire que vous sortirez de toute situation, mais qu'au moins peut-être vous arriverez à éviter voire à fuir certaines situations, ce serait quelque part la moindre des choses. Et tout ça c'est la France en fait, hein. J'en reviens à ce film Le Vieux Fusil, d'accord, tout ça c'est la France, n'en déplaise, d'accord, c'est-à-dire que finalement le drapeau tricolore, le drapeau rouge, le Christ et le fusil, j'ai envie de dire, d'accord, ça c'est la France. Et si ça vous fait chier, ben, en fait personne vous retient, d'accord, personne vous oblige. On peut vous constituer des camps dans la Silicon Valley, vous serez super heureux, d'accord, vous pourrez manger vos espèces de tofu dégueulasses et critiquer effectivement tout ce qui fait partie du patrimoine français. Et le pire c'est que si ça se trouve, tous ces petits cons seraient en train de jouir si on leur faisait ça, d'accord, donc en fait pour eux ce serait un cadeau. Mais très bien, qu'on s'en sépare, d'accord, et là qu'on se sépare du lumpen d'en haut et du lumpen d'en bas, et pour reconstituer effectivement ce qu'est la France avec son histoire. Et encore une fois, quand je dis drapeau tricolore, drapeau rouge, c'est-à-dire c'est l'histoire d'une nation, c'est l'histoire d'une nation et d'un mouvement ouvrier, c'est l'histoire de la République française, d'accord, et de sa capacité à se défendre et à avoir un certain nombre de savoir-faire qui sont entendus de par le monde entier. Et la nation française, c'est de Paris, encore une fois, hein, jusqu'à Wallis et Futuna, d'accord, c'est-à-dire que c'est ça la nation française, d'accord, c'est pas en fait il y a deux débiles, il y a l'identitaire d'extrême droite et l'identitaire d'extrême gauche qui croient que dès lors qu'on parle de nation on oublie nos camarades effectivement complètement intégrés des dom-toms notamment et je disais de Paris à Wallis et Futuna aussi pour cette raison-là, c'est-à-dire ce que la nation française a été capable de faire et qui n'est pas la nation germanique, encore une fois, d'accord, qui n'est pas sur la question du sang, etc., mais la capacité justement à reconnaître une langue, une culture, une savoir-faire. Bon, mais tout ça, c'est ce qu'on est en train de détruire, et pour être sûr de pouvoir bien le détruire, eh bien, on endigue la capacité de révolte qu'on peut avoir. Eh bien, nous, c'est contre ça qu'on cherche à se battre, encore une fois, et qu'on cherche à vous montrer que derrière une prétendue bienveillance qui voudrait limiter les conflits interfamiliaux, etc., on est surtout en train d'éteindre la révolte et de créer une ingénierie sociale qui cherche à prendre le contrôle des producteurs d'esprit.